Valls-Hollande, y a-t-il deux lignes au sein du gouvernement? C'est la question dont débattent Guillaume Roquette du Figaro Magazine et Renaud Dely du Nouvel Observateur. C'est vrai qu'on peut se poser la question en entendant des propos parfois un peu différents, en tout cas entre François Hollande et Manuel Valls, sur la cohérence au sommet de l'exécutif. Pour autant, sur le fond, je ne pense pas qu'il y ait deux lignes. Je pense qu'il y a deux fonctions. On est dans une forme de cohabitation, si j'ose dire, institutionnelle permanente. C'est-à-dire qu'on a d'un côté un président de la République qui n'a pas les mêmes échéances que le Premier ministre, qui forcément, d'une part, ne prône pas forcément le même rythme des réformes parce que lui, il a 5 ans, et là, il n'est juste qu'à mi-mandat. Et donc, il n'y a pas l'urgence, en tout cas de son point de vue à lui, quant à sa situation politique, qui est celle du Premier ministre. Forcément, le Premier ministre, quel qu'il soit, n'est là, ne fait que passer, j'allais dire. Donc, quand Manuel Valls ou Emmanuel Macron disent d'ailleurs on a 6 mois, c'est aussi parce qu'ils savent que s'ils veulent faire leurs preuves, s'ils veulent des résultats, y compris pour Manuel Valls et pour son devenir futur, il faut qu'il aille vite. Mais en fait, cette dichotomie, ce pas de deux entre le président et le Premier ministre, on a connu exactement la même chose sous le précédent quinquennat. Souvenez-vous d'un François Fillon disant que la France était en faillite, qu'il voulait aller plus vite, plus loin, plus fort, qu'il voulait purger les déficits publics, qu'il voulait faire tout un plan d'économie, que le président de la République, lui, parce qu'il était institutionnellement chargé d'une autre mission et qu'il avait un autre temps devant lui et qu'il a une mission, forcément une position plus rassembleuse que le Premier ministre, eh bien Nicolas Sarkozy ne voulait pas entendre parler. On a exactement la répétition du même pas de deux entre ces deux fonctions. Je suis doublement pas d'accord. D'abord pas d'accord sur la comparaison. Effectivement, il y a eu cette déclaration de François Fillon au début du quinquennat, l'État en faillite, qui a créé une vraie tension à la tête de l'exécutif, mais ensuite, il y avait clairement un patron et il n'y avait qu'une seule voix. Il n'y avait pas cette cacophonie quotidienne. On l'a encore vu ce week-end avec la réforme de l'assurance chômage, où le Premier ministre, le ministre de l'économie disent oui, il faut changer, et le président de la République, le marchand de sommeil de l'Élysée, dit mais rendormez-vous, tout va bien, il n'y a aucune urgence à réformer le système. Et puis, c'est effrayant quand vous parlez de cohabitation. La cohabitation, c'est le système le plus inefficace, le plus destructeur qui soit pour nos institutions. Ça veut dire qu'au sommet, à l'Élysée et à Matignon, on tire de deux côtés différents. Alors ensuite, il y a deux possibilités. Ou bien, effectivement, il y a deux politiques, ou bien il y a un jeu de rôle. Et moi, je crains que ce soit la deuxième hypothèse qui soit la bonne, c'est-à-dire, d'un côté, vous avez des ministres, Valls, Macron, qui disent « oui, il faut changer, il faut être courageux, il faut réformer », de façon à faire passer à Bruxelles la pilule du budget 2015 qui, en fait, ne prévoit pas d'économie, et en sous-main, un président de la République soutenu par le patron du Parti Socialiste, M. Cambadélis, qui dit aux électeurs de gauche « ne vous inquiétez pas, en fait, rien va changer, c'est juste un mauvais moment à passer ». Je pense que c'est mortifère, ce dispositif, parce que les gens ne comprennent plus rien. Je crois l'inverse, je pense que c'est plutôt sain. La différence, je pense, entre vous et moi, c'est que moi, je crois plutôt à la sincérité des engagements, en l'occurrence des deux têtes de l'exécutif, aujourd'hui comme hier. C'est-à-dire à la sincérité de leur volonté d'aller à tel ou tel rythme et de se fixer tel ou tel objectif. Je pense qu'aujourd'hui, François Hollande, il a forcément un besoin d'apaiser, de rassembler quand on voit l'état de tension du pays, et que forcément, il n'a pas les mêmes échéances que Manuel Valls, qui lui doit aller vite. En plus, c'est son tempérament. Mais c'est assez sain. Moi, je pense que c'est assez sain, comme il était sain que sous le quinquennat précédent, qui vous fait horreur, ce mot de cohabitation que j'ai employé à dessein, mais en tout cas que les deux têtes de l'exécutif s'équilibrent, que parfois François Fillon veuille aller plus loin que Nicolas Sarkozy, que parfois aussi il contribue à tempérer l'énergie parfois un peu excessive et les embardées de Nicolas Sarkozy, à l'inverse que Nicolas Sarkozy ait pu parfois pousser François Fillon dans ses retranchements. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un duo exécutif, ça fonctionne comme ça depuis 1958. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un patron, on le voit bien d'ailleurs, puisque vous-même, vous stigmatisez l'immobilisme, vous expliquez que c'est un jeu de dupes, que tout ça est une farce. Je stigmatise personne, je déteste ce mot. En gros, c'est le cuirassé Potemkin, et donc c'est bien François Hollande, celui que vous venez de qualifier de marchand de sommeil, que vous accusez d'être responsable de cette situation. Donc c'est bien la preuve que dans ces cas-là, il y a un patron. Il y en a un des deux qui domine l'autre et qui impulse un rythme. Après, je pense que c'est une question plutôt d'apaisement et de réforme, de réformisme tempéré. Je ne pense pas que ce soit aujourd'hui l'heure des coups de menton. On a connu ça par le passé, c'est pas plus efficace. Je suis d'accord que les coups de menton ne servent à rien. En revanche, je ne suis pas d'accord que l'objectif d'une politique publique, ce soit l'apaisement. Et quand vous avez sur plein de sujets, le temps du clash ne suffirait pas, sur l'écotaxe, sur les taxis, sur les intermittents du spectacle, sur les professions réglementées, autant de cafouillage, autant d'embardés, autant d'allers-retours, autant de reculades, le résultat, il est catastrophique. Pourquoi? D'abord parce que les réformes ne se font pas sur tous ces sujets. Ensuite, parce qu'il y a un message envoyé qui est calamiteux, qui est de dire
à toutes les organisations qui sont susceptibles d'être réformées, en fait, il suffit de résister un petit peu et le pouvoir finit par céder. Et donc, en étant aujourd'hui à ce point contradictoire, cacophonique, on obère, on interdit toute réforme à venir. Je crois exactement l'inverse. C'est-à-dire que l'opposition, quand elle prend ce tempo-là, justement, il y a un côté, une dimension à l'UMP de pousse au crime. C'est-à-dire que sur les quotas, on hurle parce que le gouvernement a reculé, sur une réforme dont l'UMP ne voulait plus du tout entendre parler. Et justement, l'UMP critiquait Ségolène Royal et le gouvernement pour son entêtement et se mettait résolument du côté des camionneurs et des poids lourds ces dernières semaines. Et il y avait quoi? Il y avait un risque, effectivement, de blocage du pays. Alors, c'est un échec que cette réforme qui était, il y a quelques années, soutenue par les deux camps, unanimement, finalement, soit définitivement enterré. C'est bien sûr un échec, mais si le gouvernement s'était entêté, pour le coup, plus aucune réforme n'aurait pu être possible et le blocage du pays aurait été réel. Donc je pense que dans la situation compliquée, qui est la situation aujourd'hui de la crise sociale, de la crise morale même que traverse le pays, une forme de pragmatisme, ce qui ne signifie pas immobilisme, mais évidemment que les échéances, elles s'imposent, y compris de la part de Bruxelles, parce que Bruxelles, c'est nous aussi d'ailleurs. Donc nous devons nous plier à la discipline budgétaire de Bruxelles, dont nous sommes partenaires et co-responsables. Donc cet effort s'impose, pour autant il ne faut pas le faire n'importe comment. Oui, sauf que l'effort, aujourd'hui, on ne le voit pas. Encore une fois, c'est Bruxelles qui le dit, c'est la Cour des comptes qui le dit. Il y a une espèce de mise en scène de l'impuissance du pouvoir à travers encore une fois, ce jeu de rôle qui nous amuse, nous, parce que c'est notre métier de commenter tout ça. Je pense que le résultat, vous dites que le pays est fragilisé, je pense que ce genre de comportement politique contribue gravement à le fragiliser et que ce n'est pas le moment.